à tous. Donc, je m'appelle Vincent Montibus et je vais vous faire une présentation pour Dans ta cuve qui va parler de photographie de rue en argentique. Alors, je vais commencer par me présenter. Ensuite, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est pour moi la photo de rue. Ensuite, je vais vous vous montrer un peu quels sont pour moi les apports de l'argentique dans la photo de rue. Quels sont ses inconvénients aussi, parce qu'il y en a. Et puis à la fin, des conclusions et des questions si vous en avez. Alors, voilà, pour moi, Vincent Montibus, donc, je suis autodidacte de la photo. Apparemment, j'ai commencé tôt à avoir un appareil dans les mains, mais bon, c'est juste pour la petite blague. Mais j'ai la photo de rue, j'en fais depuis à peu près 2010, où c'est venu comme ça, un besoin d'aller rencontrer un peu l'humain dans la rue, voir les interactions des gens et observer. Et puis, courant 2011, pendant l'été, en fait, j'ai eu l'envie de sortir un peu du numérique et de revenir sur de la photographie argentique. Une sorte de ras-le-bol un peu de la photo numérique. Donc, voilà. Aujourd'hui, j'ai une pratique mixte des deux. C'est-à-dire que ça va dépendre de mon humeur, de mon envie, et je vais pouvoir à la fois avoir un boîtier numérique avec moi, comme un argentique, ou les deux. Et en termes d'argentique, dans la rue, c'est du 35 mm en format de pellicule, mais après, je fais aussi du moyen format pour du portrait, voire de la chambre en 4:5. Et je développe mes films à la maison, que ça soit du noir et blanc, de la couleur, de la diapo, et je tire en noir et blanc. J'ai la chance d'avoir un labo chez moi. Donc au niveau photo de rue, on va dire que j'ai des inspirations assez classiques pour la plupart des photographes. Ça va être tous les photographes humanistes, Doisneau, Bresson. Et puis des photographes aussi plus modernes, Meyerowitz, Sol Leiter, Matt Stuart, des contemporains. Et après, je suis assez friand d'un peu tout ce qui se fait aujourd'hui. Et j'essaye de regarder beaucoup de choses pour continuer à apprendre. Et enfin, cette présentation, ça va être vraiment un retour d'expérience personnelle. C'est-à-dire que je vais vous dire voilà ce qui s'est passé quand moi j'ai décidé de refaire de la photo de rue en argentique. Donc, la photo de rue. Alors, je ne l'ai pas mis sur le slide, mais j'ai une définition qui est la définition de Wikipédia, que j'aime beaucoup, qui dit qu'en fait, la photographie de rue est un genre photographique dont le sujet principal est une présence humaine, directe ou indirecte, dans des situations spontanées et dans des lieux publics comme la rue, les parcs, la plage, des grands magasins ou des manifestations. Et en fait, le terme de rue sort du cadre vraiment physique de la rue, mais parle plutôt en fait du moment où d'une époque où les gens en fait sont sortis de chez eux pour casser un peu leur train-train, où les travailleurs étaient récompensés par du temps libre et où les gens, en allant dehors, ont commencé à avoir des interactions entre eux. Donc c'est une définition que j'aime bien, auquel je retiendrai donc c'est une présence humaine qui peut être suggérée. On n'est pas forcément obligé de voir un être humain sur la photo pour moi. Ensuite, c'est des situations spontanées. Et enfin, les lieux publics, mais pas forcément une rue. Alors, on va commencer à parler des avantages pour moi à travailler avec du film dans la rue. La première chose, en fait, ça va être me ralentir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je travaille avec un boîtier argentique, j'ai tendance à peut-être moins déclencher et aussi à vraiment prendre mon temps et à ne déclencher que quand j'estime que la photo vaut le coup. Ça me ralentit dans le sens aussi, je deviens plus attentif à l'environnement autour de moi. J'essaye d'anticiper les interactions, les mouvements des gens, savoir dans quel sens ils se déplacent quand je vois quelqu'un qui me semble intéressant. Ça permet aussi, en prenant son temps, de soigner ses cadrages. On va pouvoir faire attention complètement à l'arrière-plan, à vérifier qu'on n'a pas de détails qui viennent gêner la scène ou qui sont perturbateurs. Parce que même si on peut faire des retouches sur un tirage argentique, c'est quand même beaucoup plus compliqué que de sortir Photoshop. Et donc autant le faire bien à la prise de vue. Donc voilà les premiers avantages pour moi, c'est vraiment le fait de se ralentir. Donc, des petits exemples de photos. Donc ça c'était au centre Georges Pompidou. Le deuxième avantage, c'est que la plupart des boîtiers argentiques sont en focale fixe.
Et en fait, ça permet de se concentrer vraiment sur un appareil avec une focale. Donc après, on choisit sa focale de prédilection, un 28, un 35, un 50, peu importe, mais vraiment se concentrer sur un boîtier, une focale, ce qui permet de conserver quelque chose de consistant, de connaître son cadre, et d'avant de mettre l'œil dans le viseur, on sait exactement comment on va cadrer et où se trouvent les limites de notre photo sur la scène qu'on est en train de visualiser. Donc voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, de vraiment se focaliser sur un boîtier, une optique, une focale. Donc ensuite, la lumière. Beaucoup d'appareils argentiques n'ont pas de cellules, pour les plus anciens, ou alors on en a une, mais qui ne fonctionne plus selon l'état où on les récupère, où on les trouve. Du coup, la lumière, aujourd'hui, quand je suis avec mon boîtier dans la rue, j'essaye de la juger. De plus en plus, j'utilise donc la règle du F16 que je vais vous expliquer juste après pour ceux qui ne la connaissent pas. Et j'essaye de juger ma lumière et ensuite, en fonction où je me déplace, d'adapter mon exposition, ma vitesse, mon ouverture en fonction de la condition de lumière, si je suis passé à l'ombre, si je passe sur un trottoir au soleil. Et l'avantage de travailler avec du film, c'est qu'on va avoir une plus grande latitude d'exposition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une émulsion argentique encaisse, on va dire, en gros 18 valeurs d'exposition, 18 EV. Les meilleurs boîtiers numériques, si on prend un réflexe comme le D810, on est autour des 15. Donc on a encore un peu plus de dynamique, on va dire, sur une émulsion argentique. Et on encaisse très bien les surexpositions, un peu moins bien les sous-ex. Mais du coup, il suffit de le savoir quand on fait son réglage de lumière et exposer un peu à droite. Donc avoir tendance un peu à surexposer. Donc la règle du F16, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, en gros c'est une règle un peu empirique qui dit que pour une pellicule par exemple à 200 ISO, on va avoir une valeur d'ouverture de 16, en fixant notre valeur d'ouverture à 16 et donc un film à 200 ISO, on aura une exposition à peu près correcte à 1/200e ou 1/250e en fonction du boîtier. Et à partir de ça, en fonction des conditions de lumière que l'on va juger, on va pouvoir s'adapter, donc ouvrir un peu plus le diaphragme au fur et à mesure, ou alors jouer sur la vitesse. Et une fois qu'on connaît cette règle et qu'on sait à peu près juger la lumière, il suffit, comme je le marque, de compter les clics. C'est-à-dire qu'on sait que si on veut plus de profondeur de champ, on va ouvrir un peu plus, donc il faut augmenter notre vitesse, et inversement. Et donc sur les boîtiers, comme ils sont mécaniques, on sait vraiment, voilà, on arrive à compter les clics et ça va très très vite. Alors bien sûr, cette règle, elle marche surtout en extérieur. On fait des erreurs, mais c'est comme ça qu'on apprend. Alors, on continue dans les avantages. Les avantages, que je trouve, c'est la mise au point. Aujourd'hui, alors certes, on a des réflexes avec des autofocus très rapides, mais je pense qu'ils ne seront jamais aussi rapides qu'un appareil bien préparé et maîtrisé. Donc en fait, dans la photo de rue, c'est rare qu'on travaille à la pleine ouverture ou avec très peu de profondeur de champ. On va chercher à avoir un peu plus de profondeur de champ pour donner un contexte à notre sujet. Du coup, à partir du moment où on est à des profondeurs de champ assez élevées, on va pouvoir utiliser deux techniques qui n'ont rien à voir non plus avec vraiment l'argentique, mais qui sont bien utiles et qu'on met plus facilement en place avec les boîtiers argentiques, qui sont le zone focusing et l'hyperfocal. Alors, qu'est-ce que c'est ? Le zone focusing, c'est donc, comme je l'ai dit, une technique qui est basée sur la profondeur de champ. On sait que dès qu'on va avoir un appareil, un diaphragme un petit peu fermé, on va avoir une certaine profondeur de champ. Elle peut se calculer, mais l'avantage des boîtiers un petit peu anciens, c'est qu'on trouve les échelles de graduation assez lisibles sur les bagues de mise au point. Donc par exemple, là j'ai pris l'exemple d'un 24-36 équipé d'un objectif 35 mm ouvert à f8 pour avoir une bonne profondeur de champ, et d'un sujet, on va dire en gros dans les 3 mètres à peu près. Donc j'ai utilisé, il y a un site qui vous permet de valeur 8 qui correspondent à mon ouverture, je retrouve en fait les valeurs à peu près de 1,90 m, donc un peu moins de 2 mètres, et 7,16 m, un peu autour des 10 mètres. Et donc en fait, à partir de ce moment-là, je sais que tout ce qui va être entre 1,90 m, disons 2 mètres et 7 mètres, aura sur la photo une netteté acceptable. Certes, ce qui sera à 3 mètres sera vraiment très très net, mais après,
Voilà, c'est au jugé et on sait que dans cette distance-là, on aura une netteté acceptable sur un tirage à l'écran et sur le négatif. Donc ça, c'est la première technique. Souvent, en fait, ce que je fais quand je suis dans la rue, c'est que j'utilise deux valeurs où je connais en fait la position sur mon objectif. C'est-à-dire que j'en ai un, souvent je me mets vers 1,5 m parce que j'aime bien être assez près des gens. Et si mon sujet est un peu plus loin, en fait, je sais qu'avec juste un petit mouvement de doigt, j'arrive tout de suite autour des 3 mètres et je vais pouvoir photographier des sujets qui sont plus loin. Puisque la profondeur de champ va dépendre certes de l'ouverture, mais aussi de la distance au sujet. Après, sur le petit exemple ici, j'ai mis aussi la valeur, enfin les traits, les repères pour si on avait fermé notre diaphragme à f16. Et on voit que là, on obtient une très très grande profondeur de champ qui va de en gros 1,30 m jusqu'à l'infini. Donc tout ce qui sera à 1,30 m et au-delà sera en netteté acceptable. Donc ça, c'est une des premières techniques. Voilà, quand on se balade, on sait à peu près quelle est notre distance de travail dans la rue. Ou quand on se place à un endroit et qu'on attend, on sait aussi juger à quelle distance on est. Et donc on peut régler tout de suite sa mise au point et attendre de déclencher. Et là, en fait, on va plus vite que l'autofocus puisqu'il n'y a pas de mise au point à faire, on a juste à déclencher quand l'instant arrive. La deuxième technique, c'est une technique donc, qui s'appelle l'hyperfocale, qui est bien connue des photographes qui font du paysage. C'est pareil, on travaille sur la profondeur de champ. Et là, en fait, l'hyperfocale se calcule pour chaque objectif, en fonction de l'ouverture simplement, du cercle de confusion. Donc il y a une technique mathématique, une formule mathématique pour la calculer. Mais le plus simple, encore une fois, c'est d'utiliser notre objectif. Et en gros, on vient aligner le sigle infini sur la valeur extrême de l'ouverture que l'on a choisie, ici f8. Et donc on sait que tout ce qui va être entre 2,50 m, grosso modo, et l'infini, va être en zone de netteté acceptable. Donc c'est pareil, ça permet d'avoir des mises au point très rapides ou de pré-régler en avance sa mise au point et de ne pas avoir à se soucier de la mise au point quand on est en train de marcher dans la rue. Voilà, pour les différentes façons de faire de la mise au point rapidement. Alors d'autres avantages que je trouve à travailler avec du film, c'est les appareils. La plupart du temps, ils sont plus petits qu'un réflexe numérique. Alors certes, aujourd'hui, on a beaucoup d'hybrides qui sont super intéressants, qui sont tout petits, qui ont des looks rétro, qui sont jolis, qui marchent très très bien. Ils gardent ce même avantage, c'est-à-dire d'être petits. Mais ce qu'ils n'ont pas, c'est qu'ils n'ont pas la simplicité forcément. C'est-à-dire qu'on a toujours plein de menus. Quand on veut changer quelque chose, il faut rentrer dans les menus, aller régler. Avec un appareil argentique, c'est simple. On règle sa vitesse, on règle son ouverture et sa mise au point. La mise au point, on a vu comment faire juste avant. Donc au final, si on a bien lu sa lumière avant quand on commence à rentrer dans une rue, on est quasiment prêt à déclencher quand on veut, juste à saisir l'instant. Et c'est que pour ça, grâce à tout ça, qu'on reste ouvert et attentif à ce qui va se passer autour de nous, dans la rue, les interactions entre les gens. Donc voilà. Un autre avantage par rapport au matériel plus simple, c'est que tous les appareils, on va dire 35 mm argentiques, ont un viseur qui est sur la gauche de l'appareil, sur le côté gauche, qui s'utilise avec l'œil droit. Et du coup, dans la rue, c'est quand même moins agressif d'avoir que la moitié du visage caché que d'être derrière son réflexe où on ne voit pas du tout le photographe. Ça permet de montrer aux gens dans la rue qu'on sourit, qu'on n'est pas agressif et qu'on est là parce qu'on se fait plaisir, mais que vraiment on ne leur cherche pas à être méchant, agressif ou tout ça. Et du coup, les gens réagissent beaucoup mieux quand on les prend en photo, quand ils voient un sourire et quand ils arrivent à voir un peu la personne. L'autre avantage qui n'est pas négligeable, c'est quand on a deux yeux. Donc quand on vise avec un, arriver à garder l'œil gauche ouvert et voir correctement des deux yeux comme ça permet à l'œil gauche en fait de voir ce qui se passe autour du cadre. Et du coup, on a l'œil droit qui nous permet de cadrer et l'œil gauche qui aide à voir ce qui va se passer, si quelqu'un va rentrer dans le cadre ou s'il va y avoir une autre interaction plus intéressante sur le côté. Donc voilà, globalement, je trouve les appareils un peu plus pratiques et beaucoup plus simples surtout à utiliser. Tout ça fait donc qu'on est encore une fois plus attentif à ce qui se passe autour de nous. On sait qu'on maîtrise son appareil, que les réglages sont assez simples. Et du coup, on n'a vraiment qu'à se concentrer sur les gens, sur les interactions, sur les détails dans la rue, sur la vie. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve fascinant. Alors, un autre avantage, c'est la consistance dans le temps. C'est-à-dire que si on se fixe un boîtier, une optique et un film particulier,
Au fur et à mesure et que le film, on le développe toujours de la même façon, avec la même recette, on va dire, on obtient un travail consistant. Chaque image, si elle est bien exposée, sera semblable en termes de gamme de gris ou gamme de couleurs à la précédente qu'on a fait. Et ça, on va dire que ça peut durer sur plusieurs années, sur des dizaines d'années, tant que le film existe et qu'on peut s'en procurer. On arrivera à être consistant. Alors qu'aujourd'hui, si au bout de 3 ans, on change notre réflexe pour passer sur une autre marque parce qu'ils ont sorti un meilleur appareil, qu'on préfère le capteur, les capteurs numériques ont chacun leur signature et des rendus différents. Et du coup, en changeant de marque ou même en changeant de modèle, on va changer la signature un peu de nos images, leur rendu. Alors qu'ici, on arrive à garder vraiment la consistance dans le temps. On n'a pas de problème de batterie. S'il n'y a pas de batterie, la plupart fonctionnent sans batterie, ou quand il y en a une, c'est vraiment uniquement pour la cellule. Et comme la cellule, on a vu qu'on essayait de s'en affranchir en essayant de jauger la lumière, ou au pire, on se sert d'une cellule à main ou d'un smartphone avec une appli dans les cas difficiles. Voilà, on n'a pas à se dire, bah non, j'ai pas rechargé ma batterie, je vais pas pouvoir faire la photo, ou mince, j'ai plus de batterie, je peux plus la faire. Après, vous me direz, il faut avoir du film. Et ça, on y reviendra sur les inconvénients. Ensuite, il y a un inconvénient qui n'est pas des moindres, selon moi toujours, c'est la pérennité de l'archivage. Aujourd'hui, les négatifs, on les range dans des classeurs, dans des boîtes. On peut les ranger, certes, ça prend de la place, il faut des étagères, des armoires. Mais je sais que si les films sont bien conservés, dans 25 ans, je pourrais toujours prendre mon négatif, le regarder à travers la lumière et je verrai ma photo. Par contre, mes photos qui sont sur un disque dur, dans 20 ou 25 ans, je ne sais pas si je pourrais toujours les voir. Donc voilà, l'archivage prend plus de place physique, mais au moins on est sûr que dans le temps, on peut le conserver et retrouver ces photos et les revoir. Alors, il n'y a pas que des avantages à travailler en argentique, il y a aussi des inconvénients, forcément. Il y a le coût. La première chose, c'est le coût, parce que voilà, chaque clic, en fait, on y pense inconsciemment que, en gros, sur une pellicule noir et blanc, quand on clique, eh ben, c'est 15 centimes en 24-36. Entre le prix du film, la chimie, je compte pas le temps ni le matériel, mais vraiment juste le fait de cliquer, c'est 15 centimes qui partent à chaque déclenchement. Si on travaille en couleur, aujourd'hui, j'ai fait le calcul vite fait, on est plus aux alentours de 30-35 centimes en fonction des pellicules. Parce que la chimie est plus chère, parce que les films sont plus chers. Donc, il y a un coût qui n'est pas négligeable, même si on développe soi-même. Ah oui, j'ai oublié de préciser, ici, le coût, c'est vraiment pour quelqu'un qui développerait ses films lui-même, dans sa cuisine, dans sa salle de bain. Si on passe par un labo, le coût va vraiment augmenter. Donc, un autre point un petit peu en désavantage de l'argentique, bien que je ne cherche pas à faire une comparaison, mais c'est le temps de développement. C'est-à-dire qu'avant de voir ces photos, il faut déjà avoir fini sa pellicule, avoir exposé les 36 images de la pellicule, et puis ensuite avoir pris le temps de développer, l'avoir laissé sécher, et ensuite soit de faire un tirage, faire sa planche contact, choisir les tirages qu'on souhaite faire, soit scanner. Tout ça, le process finalement est quand même beaucoup plus long que le fait de prendre la photo et de la regarder au dos de l'écran. Même si le RAW derrière, on va le développer, on va passer par Lightroom, on a un process de développement qui est beaucoup plus long en argentique. Derrière, comme j'ai dit, c'est pareil, si une photo argentique, on veut la partager aujourd'hui, on est tous connectés, réseaux sociaux, des sites de partage, des blogs, on est obligé de passer par de la numérisation. C'est une étape en plus, c'est un process en plus qui prend du temps, qui, si on veut bien le faire, est compliqué, mine de rien. Ou si on ne se sent pas de le faire, mais qu'on veut que ça soit bien fait, on passe par un labo et tout de suite, ça augmente encore le coût de la photo argentique. Après, l'autre inconvénient, c'est qu'on n'a que 36 photos par carte mémoire. On est obligé à chaque fois sur une pellicule, voilà, on est vraiment limité. Et du coup, il faut se déplacer avec. Si on sait qu'on va beaucoup déclencher, il faut se déplacer avec des pellicules. Donc bon, c'était un petit clin d'œil, mais c'est mine de rien un inconvénient aussi dans certaines situations. Il faut prendre le temps de recharger, on peut louper une action. Ensuite, la photographie argentique est beaucoup moins versatile. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on charge une pellicule dans son boîtier, on sait que pour les 36 prochaines photos, on va être obligé de travailler à ISO fixe, et en noir et blanc, ou en couleur, ou en diapo. On ne pourra pas changer.
Alors qu'aujourd'hui, si je suis avec mon boîtier numérique, si j'ai envie de monter d'un coup les ISO parce que je suis dans une zone d'ombre et que je veux aller très très vite en déclenchement, je peux le faire. Si j'ai une photo couleur mais que je me dis ah en noir et blanc elle serait mieux, je peux. Alors que là en argentique, si j'ai une photo qui est prise en noir et blanc, bah, je peux pas dire ah bah, elle aurait été mise en couleur. Elle est en noir et blanc, elle est en noir et blanc. Donc voilà, c'est des inconvénients que je trouve personnellement acceptables. Ensuite, les avantages que j'ai donnés aussi au numérique sont des choses qu'on peut appliquer les avantages de l'argentique sont des choses qu'on peut appliquer au numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mine de rien, on sait faire aussi des choses en numérique. Mais je trouve que voilà, le fait de travailler en argentique offre un plus par rapport à... On est content des photos on est un peu plus content des photos qu'on réussit quand on en réussit une, quand on en a une qui nous plaît vraiment. En conclusion, je dirais voilà, que l'argentique, c'est une bonne école pour la photo de rue, pour la street photo, mais pour la photo en général. On apprend à prendre son temps, on apprend à lire la lumière, on apprend à observer beaucoup plus. Et je trouve que voilà, c'est une bonne école et qu'il faut, comme je le dis après, les deux médiums sont différents, mais pour moi, ils sont complémentaires. Parce que souvent, je vais numériser mes négatifs pour pouvoir les partager. Donc ma photo argentique, dans un sens, devient numérique. Et puis les règles que je m'impose en argentique, de par le matériel, de par les contraintes que ça donne, bah, je me les impose aussi en numérique. Et du coup, tout ça fait qu'au final, la qualité des photos, au fur et à mesure, elle augmente. Parce qu'on déclenche moins, on déclenche que quand c'est vraiment nécessaire. Et du coup, on se retrouve avec moins de rejets quand on a à trier ces photos numériques. Et pour moi, au final, après, ce qui compte, bah, c'est l'image qu'on fait, l'image qu'on garde et qu'on montre, et puis le fait de se faire plaisir. C'est vraiment ça qui importe. Donc quelques petites photos, voilà, des scènes, des photos qui me plaisent. Et puis bah là, vous avez les coordonnées si vous souhaitez échanger plus tard, et des questions si vous en avez tout de suite. Merci à vous.